Apolline arrive au cabinet de Maître Bataille avec cette détermination silencieuse qu'elle s'efforce désormais d'afficher chaque matin. Pourtant, quelques secondes suffisent pour fissurer cette assurance. Parmi les dossiers qui l'attendent, un nom attire immédiatement son regard, Léa Nebout. Une simple mention, quelques lettres imprimées sur une feuille, et tout ce qu'elle tente d'enfouir depuis leur séparation remonte brutalement à la surface. Alice remarque aussitôt ce trouble qu'Apolline voudrait pourtant rendre invisible. Elle ne cherche pas à entrer dans son intimité, mais son rôle l'oblige à poser une question essentielle. Pourra-t-elle réellement rester professionnelle si elle doit interroger son ancienne petite amie ? Apolline relève la tête. Derrière sa réponse assurée se cache pourtant une bataille beaucoup plus douloureuse que ce qu'elle accepte de montrer. Elle promet qu'elle saura faire la différence entre son travail et sa vie privée. À l'entendre, tout paraît presque simple. Léa appartient au passé, tandis que le cabinet représente son avenir. Mais une fois seule avec ses pensées, Apolline comprend que cette frontière reste fragile. On peut décider de tourner une page, mais les souvenirs, eux, refusent parfois d'obéir avec la même discipline. C'est précisément cette sensation qui la pousse à rejoindre l'appoint. Là-bas, elle retrouve Steve, celui devant qui elle n'a pas besoin de jouer un rôle. Elle vient lui demander quelque chose qui pourrait sembler banal aux yeux des autres, mais qui représente pour elle une véritable rupture, récupérer la boîte dans laquelle sont conservés les derniers souvenirs matériels de son histoire avec Léa. Apolline lui explique que tant que cette boîte continuera d'exister, elle aura l'impression qu'une partie de cette relation reste encore accessible. Elle pourrait l'ouvrir, retomber sur un objet, une image ou une trace du passé, puis recommencer à espérer ce qu'elle cherche justement à oublier. Son problème n'est donc plus Léa elle-même, mais cette porte qu'elle refuse encore complètement de refermer. Steve ne cherche ni à la convaincre ni à minimiser sa souffrance. Il accepte simplement de lui rendre la boîte. Cette absence de jugement touche profondément Apolline. Derrière son tempérament parfois fier se cache une jeune femme qui sait parfaitement qu'elle s'apprête à effacer volontairement des fragments d'une période importante de sa vie. Elle remercie Steve et l'enlace, trouvant quelques secondes de réconfort auprès de son meilleur ami. Pendant ce temps, Léa traverse elle aussi une journée marquée par une inquiétude intime. Au cabinet, son esprit revient constamment vers Lucie, partie effectuer son stage de paddle sans lui donner de nouvelles. Plus les minutes passent, plus Léa laisse son imagination prendre le dessus. Elle connaît pourtant l'indépendance de l'adolescente, mais cette connaissance ne suffit pas à calmer son instinct protecteur. À cette inquiétude s'ajoute une forme de culpabilité. Léa regrette de ne pas avoir accompagné Lucie lorsqu'elle devait acheter son maillot de bain menstruel. Ce détail, qui pourrait sembler anodin, devient dans son esprit le symbole d'un moment où elle aurait peut-être dû être davantage présente. Elle se demande si Lucie aurait eu besoin d'elle sans oser le dire, et cette pensée suffit à nourrir ses doutes. Finalement, son téléphone lui offre le soulagement qu'elle attendait. Lucie lui écrit pour lui confirmer que tout va bien. Léa respire enfin, mais cette petite frayeur lui rappelle combien il devient difficile de trouver la bonne distance avec une adolescente qui réclame son autonomie. Protéger sans étouffer, accompagner sans surveiller, un équilibre qui semble simple en théorie et beaucoup plus cruel dans la réalité. Ariane connaît au même moment une frustration très similaire avec Zoé. Elle imaginait pouvoir profiter d'un moment avec sa fille, mais découvre que celle-ci a déjà prévu autre chose. Sa déception dépasse rapidement cette simple contrariété. Depuis la naissance du petit Harry, Ariane redoute qu'un sentiment plus profond se soit installé entre elles, comme si Zoé pouvait croire qu'elle avait perdu une partie de sa place auprès de sa mère. Elle tente donc de lui parler avant qu'elle parte. Ariane veut lui faire comprendre que l'arrivée d'Harry n'a rien effacé, que son amour et son intérêt pour Zoé n'ont pas diminué. Mais plus elle essaie de rassurer sa fille, plus elle sent celle-ci se refermer. Zoé ne veut pas ouvrir cette discussion et préfère s'éloigner, laissant Ariane seule avec une inquiétude qu'elle ne parvient pas à résoudre. Ce refus la blesse davantage qu'elle ne veut l'admettre. Ariane a connu trop d'années loin de Zoé pour considérer leur relation comme acquise. Chaque distance nouvelle réveille donc une peur ancienne, celle de perdre encore cette fille qu'elle a mis tant de temps à retrouver. Pourtant, elle sait également qu'insister risquerait de produire l'effet inverse et de pousser Zoé encore plus loin. Un peu plus tard, au Mistral, Ariane croise Léa. Leur conversation prend rapidement une tournure presque inattendue lorsque chacune évoque ses difficultés familiales. L'une parle de Zoé, l'autre de Lucie. Deux histoires différentes, deux adolescentes différentes, mais un même sentiment d'impuissance. Toutes deux découvrent qu'elles sont confrontées à des jeunes filles qui revendiquent désormais le droit de décider sans demander constamment l'autorisation. Cet échange apporte une forme de consolation discrète. Ariane comprend qu'elle n'est pas la seule à douter de sa manière d'agir, tandis que Léa peut mettre des mots sur son propre malaise. Elle voudrait protéger celles auxquelles elles tiennent,
mais doivent accepter que grandir signifie aussi désobéir, prendre des initiatives et parfois fermer une porte au nez de ceux qui s'inquiètent. En fin de journée, Apolline retrouve enfin la boîte qu'elle attendait. Elle la regarde avec une émotion étrange, comme si cet objet contenait davantage que de simples souvenirs. Tout ce qu'elle a vécu avec Léa semble avoir été réduit à cet espace fermé qu'elle tient entre ses mains. L'ouvrir une dernière fois signifie accepter de regarder ce passé avant de choisir définitivement ce qu'elle veut en faire. Steve reste auprès d'elle lorsqu'elle trouve le courage de brûler les derniers souvenirs liés à Léa. Apolline observe les traces de leur histoire disparaître progressivement dans les flammes. Le geste lui coûte, mais il lui apporte également un soulagement inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, elle a l'impression d'agir sur sa douleur au lieu de simplement la subir, même si rien ne garantit encore que son cœur suivra aussi vite. Mais tandis qu'Apolline tente ainsi de refermer une histoire, ailleurs, une autre famille s'apprête à basculer dans une épreuve beaucoup plus brutale. Baptiste profite d'un moment de calme auprès de Morgane lorsque son téléphone commence à sonner avec insistance. Il tarde d'abord à réagir. Puis, face aux appels répétés, une inquiétude sourde s'installe. Quelques secondes plus tard, le message de Thomas apparaît devant ses yeux. Baptiste lit le message une première fois sans réellement comprendre ce qu'il voit. Les mots semblent se mélanger devant ses yeux. Matisse, accident, hôpital, rappelez vite. Puis la réalité le frappe d'un seul coup. La chaleur de la chambre, la présence de Morgane, tout ce qui comptait quelques secondes auparavant disparaît brutalement. Il ne reste plus qu'une peur primitive, celle d'un père qui ignore encore dans quel état se trouve son enfant. Son premier réflexe est de se lever précipitamment. Baptiste ne cherche même pas à cacher la panique qui envahit son visage. Il comprend surtout qu'il a laissé passer plusieurs appels, et cette pensée lui donne immédiatement l'impression d'avoir déjà commis une faute supplémentaire. Pendant qu'il était ailleurs, occupé par sa propre vie, Matisse traversait peut-être les minutes les plus dangereuses de la sienne. Morgane découvre alors un Baptiste méconnaissable. Quelques instants plus tôt, il semblait détendu, presque coupé du reste du monde. Désormais, son corps entier est tendu, comme si chaque seconde passée loin de l'hôpital devenait insupportable. Il relit encore le message de Thomas, espérant presque avoir mal compris, mais aucune lecture différente n'est possible. Matisse a eu un accident. Le lendemain matin, Baptiste est enfin au chevet de son fils. Le contraste entre l'agitation qui règne dans son esprit et l'immobilité de Matisse est insoutenable. Il regarde ce petit corps allongé, incapable de retrouver l'enfant qu'il connaît dans cette silhouette silencieuse. Chaque machine, chaque bruit médical semble lui rappeler qu'il ne peut rien faire, sinon attendre et espérer. Gabriel tente de lui donner des repères. L'état de Matisse est considéré comme stable, un mot auquel Baptiste voudrait pouvoir s'accrocher sans réserve. Mais derrière cette stabilité se cachent des éléments beaucoup plus inquiétants. Le garçon a subi un traumatisme crânien et les médecins ont découvert un hématome au niveau du lobe préfrontal. Personne ne peut encore affirmer quelles seront les conséquences. Baptiste écoute les explications sans parvenir à les assimiler complètement. Stable ne signifie pas hors de danger, et cette nuance suffit à le terroriser. Il voudrait poser toutes les questions possibles, connaître l'heure exacte du réveil, savoir si Matisse parlera, marchera, rira comme avant. Mais aucune réponse certaine n'existe. Pour quelqu'un rongé par la culpabilité, cette absence de certitude devient une véritable torture. C'est alors qu'Emma arrive à l'hôpital. Elle entre avec l'urgence d'une mère qui n'a pensé qu'à rejoindre son enfant, mais lorsqu'elle découvre Matisse inconscient, toute la force qui la portait s'effondre. Les larmes montent immédiatement. Pendant quelques secondes, elle ne voit plus Baptiste, ni Gabriel, ni Thomas. Son regard reste accroché au visage de son fils. Puis la question tombe inévitablement. Emma veut savoir ce qui s'est passé. Elle cherche une explication capable de donner un sens à cette scène impossible. Baptiste sait qu'il ne peut pas lui cacher la vérité. Il finit donc par avouer qu'il a laissé Matisse rentrer seul. À peine les mots prononcés, ils prennent dans la chambre une violence que lui-même n'avait peut-être pas anticipée. Emma se retourne vers lui, bouleversée. La peur laisse immédiatement place à la colère. Pourquoi Matisse était-il seul? Pourquoi Baptiste n'était-il pas avec lui? Elle ne cherche pas encore à mesurer chacune de ses paroles. Elle souffre, et dans cette souffrance, savoir que son fils aurait pu être accompagné devient insupportable. Baptiste encaisse les reproches sans tenter véritablement de se défendre. Thomas comprend que la situation risque de déraper. Lui aussi est bouleversé par l'état de Matisse, mais il voit surtout deux parents en train de transformer leur peur en accusation. Il intervient avant que leur douleur ne creuse une fracture supplémentaire. Il rappelle à Emma qu'ils ne doivent pas se déchirer maintenant, car celui qui a véritablement provoqué cette tragédie reste la personne qui a renversé Matisse. Ces mots n'effacent pas la colère d'Emma, mais ils brisent momentanément son élan.
Elle s'effondre finalement dans les bras de Thomas, incapable de contenir davantage ses larmes. Ce geste révèle ce que sa colère masquait, une peur immense. À cet instant, elle ne veut ni comprendre ni pardonner. Elle veut simplement que son fils ouvre les yeux et que ce cauchemar cesse. Baptiste, lui, reste confronté à une autre réalité. Même si Thomas rappelle que le responsable principal est le chauffard, il ne parvient pas à s'absoudre. Dans son esprit, l'enchaînement semble évident. Il aurait pu être avec Mathis, il ne l'a pas été, et maintenant son fils est dans le coma. Il transforme progressivement cette coïncidence terrible en condamnation personnelle. Pendant ce temps, l'enquête commence à prendre forme loin de l'hôpital. Pour Jules, cette journée possède une importance particulière puisqu'il débute enfin à la Pointe. Mais il n'aura pas droit à une entrée en matière tranquille. Sa première véritable scène à analyser est précisément celle où Mathis a été renversé, transformant immédiatement son nouveau rôle en confrontation directe avec les conséquences d'un accident grave. Avec Steve et Charlotte, Jules examine la chaussée avec attention. Chaque trace devient potentiellement une pièce essentielle du puzzle. Ils observent les marques laissées au sol et comprennent que le véhicule impliqué n'était pas une voiture. Les indices convergent vers un scooter. Cette découverte réduit déjà le champ des recherches, mais elle ouvre surtout une nouvelle question, qui le conduisait au moment du choc. D'autres éléments attirent leur attention. Des morceaux de verre sont dispersés près de la zone de l'accident. Leur présence laisse penser que le conducteur du scooter est lui aussi tombé après avoir percuté Mathis. Cette hypothèse signifie qu'il a peut-être laissé davantage de traces derrière lui qu'il ne l'imagine. Jules comprend immédiatement que la scène peut encore parler, à condition de savoir l'écouter. Il propose donc de vérifier les images des caméras de vidéosurveillance situées dans les environs. L'idée paraît logique, mais elle pourrait s'avérer décisive. Si le scooter a été filmé avant ou après l'accident, les enquêteurs pourraient identifier son modèle, sa trajectoire ou même la personne qui le conduisait. Pour Mathis et sa famille, chaque détail découvert représente désormais une chance de comprendre. À l'hôpital, cependant, Baptiste ne pense pas encore à l'enquête. Son monde se résume au lit devant lui. Il observe Mathis dans l'espoir de percevoir un mouvement, un changement de respiration, le moindre signe qui annoncerait un réveil. Mais l'enfant reste plongé dans le coma, et cette immobilité nourrit minute après minute la culpabilité de son père. Morgane finit par rejoindre Baptiste. Elle sait qu'aucune phrase ne peut réparer ce qui vient de se produire, mais elle refuse de le laisser traverser cette épreuve seule. Baptiste lui explique ce que les médecins ont dit concernant l'hématome. Les mots « lourdes séquelles » semblent particulièrement l'obséder, car il projette sa peur bien au-delà du présent. Devant Morgane, il cesse finalement de retenir ce qu'il ressent. Il reconnaît avoir pensé à lui-même, à ses propres envies, plutôt qu'à Mathis. La honte se mélange alors au désespoir. Baptiste ne se voit plus simplement comme un père inquiet, mais comme l'homme qui aurait dû empêcher ce drame et qui n'a pas été là au moment où son fils avait besoin de lui. Sa voix finit par se briser lorsqu'il formule la pensée qui le hante depuis son arrivée. Si Mathis ne se réveille pas, j'en crèverai. Derrière cette phrase se trouve toute l'étendue de son effondrement. Baptiste n'imagine plus seulement les conséquences médicales de l'accident. Il commence à envisager l'impensable, et cette possibilité suffit à détruire tous les repères auxquels il s'accrochait encore. La phrase de Baptiste reste suspendue dans la chambre comme une menace qu'il se serait lancée à lui-même. Morgane comprend qu'il ne parle plus seulement sous le coup de la peur. Il est déjà en train de se condamner intérieurement, de transformer chaque minute passée loin de Mathis en preuve contre lui. Elle voudrait le ramener vers la réalité, mais il semble incapable de quitter ce cercle de culpabilité. Devant lui, Mathis ne bouge toujours pas. Cette immobilité devient presque insupportable, car Baptiste connaît chaque geste de son fils, chaque expression, chaque mouvement habituel. Le voir ainsi, silencieux, dépendant des machines et de l'attention des médecins, lui donne l'impression de se trouver face à un enfant qu'il reconnaît et qu'il ne reconnaît plus tout à fait. Morgane reste à ses côtés sans chercher à remplir chaque silence. Elle sait qu'il n'existe aucune formule capable d'effacer cette peur. Elle l'écoute répéter qu'il aurait dû être là, qu'il aurait dû accompagner Mathis, qu'il aurait dû penser autrement. Chaque « j'aurais dû » devient une pierre supplémentaire dans le poids qu'il s'impose déjà sur les épaules. Pendant ce temps, Emma tente elle aussi de maîtriser une émotion qui la dépasse. Sa colère contre Baptiste ne disparaît pas, mais elle est sans cesse rattrapée par une autre évidence, Mathis est toujours inconscient. La dispute qu'elle pourrait avoir avec Baptiste paraît presque dérisoire face à ce lit d'hôpital. Pourtant, l'idée qu'il ait laissé leur fils rentrer seul continue de la hanter. Thomas essaie donc de rester le point d'équilibre entre eux. Il comprend la colère d'Emma et la culpabilité de Baptiste, mais il refuse que la peur transforme cette famille en champ de bataille. Pour lui, une chose doit rester claire.
l'accident a été provoqué par un conducteur qui a percuté Matisse. C'est vers cette personne que doivent se diriger les questions et la responsabilité première. Cependant, lorsqu'on souffre, la logique ne suffit pas toujours. Emma observe Matisse et imagine ce qui aurait pu se passer si quelqu'un avait été avec lui. Baptiste, de son côté, imagine exactement la même chose. Sans se parler, ils sont donc prisonniers du même scénario impossible, celui d'une version de la journée où Matisse serait peut-être rentré sans encombre. À la pointe, Jules, Steve et Charlotte continuent justement à reconstruire la version réelle. Le scooter devient le centre de leur analyse. Le fait que le conducteur soit tombé après le choc laisse espérer qu'il ait abandonné des éléments utiles sur place. Chaque fragment de verre peut contribuer à identifier ce qui s'est produit avec davantage de précision. Jules comprend rapidement que cette enquête n'a rien d'un exercice théorique. Derrière les traces qu'il observe se trouve un enfant hospitalisé, une famille en état de choc et un conducteur qui n'a pas encore été identifié. Cette réalité donne un poids particulier à son premier jour. Il ne peut pas se contenter d'appliquer des procédures mécaniquement, il doit être attentif aux moindres détails. Steve et Charlotte partagent cette concentration. Tous trois savent qu'un accident laisse souvent une histoire fragmentée sur la chaussée, une trajectoire, un impact, des débris, parfois un mouvement de chute. Leur travail consiste désormais à remettre ces morceaux dans l'ordre. Plus ils comprennent la dynamique du choc, plus la possibilité d'identifier le scooter devient concrète. L'idée des caméras de vidéosurveillance apparaît alors comme une piste essentielle. Jules propose de vérifier ce qui a pu être enregistré dans le secteur. Si le scooter a traversé une zone filmée, il pourrait devenir possible de suivre sa trajectoire avant ou après l'accident. Même une image imparfaite pourrait permettre de rapprocher un modèle, une couleur ou une silhouette d'un véhicule précis. Cette perspective introduit une première lueur dans une journée jusque-là dominée par l'impuissance. À l'hôpital, personne ne peut forcer Matisse à se réveiller. À la pointe, en revanche, il existe encore des choses à faire, des traces à examiner, des images à rechercher. La famille attend des nouvelles médicales, tandis que l'enquête commence lentement à chercher des réponses d'un autre ordre. De son côté, Ariane ignore encore tout du poids que cette affaire pourrait prendre autour d'elle. Elle reste préoccupée par Zoé, par cette conversation avortée qui lui revient régulièrement en mémoire. Elle aurait voulu trouver les mots justes, ceux capables de convaincre sa fille que Harry ne lui a rien retiré. Mais elle ne sait même pas si Zoé accepte réellement de croire cette explication. Le refus de Zoé de parler devient alors plus difficile à interpréter. Est-elle seulement agacée? Se sent-elle réellement délaissée? Ou Ariane projette-t-elle sur elle ses propres peurs? Plus elle se pose ces questions, plus elle mesure combien leur relation demeure fragile malgré tout ce qu'elles ont déjà traversé. Être mère de Zoé signifie aussi accepter de ne pas toujours comprendre ce qu'elle ressent. Léa partage une inquiétude différente, mais tout aussi révélatrice. Le message de Lucie l'a rassurée, pourtant il ne supprime pas totalement les questions qui l'ont traversée quelques heures plus tôt. Elle se demande si elle doit laisser davantage d'espace à l'adolescente ou, au contraire, rester plus présente dans ces moments où Lucie veut prouver qu'elle peut tout gérer seule. Leur conversation au Mistral prend ainsi davantage de sens avec le recul. Ariane et Léa ne disposent pas de solution miraculeuse. Elles découvrent seulement qu'elles doivent toutes deux composer avec cette période étrange où les jeunes filles auxquelles elles tiennent réclament leur indépendance tout en continuant, parfois sans l'avouer, à avoir besoin d'un cadre et d'une présence. Apolline, elle, se retrouve seule face au vide laissé par les souvenirs qu'elle vient de brûler. Sur le moment, le feu lui a donné la sensation d'un geste définitif. Mais maintenant que les objets ont disparu, une autre question s'installe. Suffit-il de détruire les traces matérielles d'une histoire pour parvenir à effacer ce qu'elle a laissé à l'intérieur de soi? Elle aimerait croire que oui. Elle se sent plus légère, débarrassée de cette boîte qui représentait une tentation permanente. Pourtant, elle sait aussi que Léa peut surgir ailleurs, comme ce matin dans un simple dossier professionnel. L'oublier ne dépendra donc pas seulement de ce qu'elle a brûlé. Il lui faudra apprendre à supporter le nom, les souvenirs et les rencontres sans que tout vacille à nouveau. Steve reste l'un des rares à comprendre ce que ce geste lui a coûté. Son soutien n'a rien de spectaculaire, mais il donne à Apolline la possibilité d'avancer sans se sentir jugée. Elle a voulu reprendre le contrôle de sa vie sentimentale, comme si elle traçait elle-même la ligne séparant ce qui a été de ce qui doit désormais commencer. Mais à quelques rues de là, Baptiste n'a plus aucune sensation de contrôle. Il reste assis près de Matisse, les yeux rivés sur son fils, tandis que les mots des médecins tournent en boucle dans son esprit. Traumatisme crânien, hématome, possible séquelles. Chaque terme médical devient pour lui l'annonce d'un futur qu'il redoute déjà avant même de savoir ce qu'il contiendra. Il cherche un signe sur le visage de Matisse,
quelque chose qui lui permettrait de croire que son fils l'entend malgré le coma. Baptiste voudrait pouvoir revenir quelques heures en arrière, prendre une autre décision, empêcher Mathis de partir seul. Mais le temps ne revient pas. Il ne lui reste que l'attente et cette culpabilité qui menace de l'engloutir complètement. À cet instant, le contraste entre toutes ces histoires devient presque cruel. Apolline brûle le passé pour tenter d'avancer. Ariane et Léa cherchent comment accompagner des adolescentes qui grandissent. Baptiste, lui, ne demande plus rien au futur, sinon une seule chose, que Mathis ouvre les yeux. Tant que cela n'arrive pas, aucune autre préoccupation ne semble encore avoir de sens. À l'hôpital, le temps semble avoir perdu toute logique. Pour Baptiste, chaque minute paraît interminable, comme si l'attente avait désormais sa propre manière de mesurer les heures. Il reste près de Mathis, incapable de détacher son regard de lui. Le moindre changement dans le rythme des machines suffit à faire naître une seconde d'espoir, aussitôt remplacée par une inquiétude encore plus forte. Gabriel continue de rappeler que l'état du garçon reste stable, mais cette stabilité ne rassure qu'en partie. L'hématome situé au niveau du lobe préfrontal demeure une menace difficile à évaluer. Baptiste comprend que les médecins eux-mêmes ne peuvent pas encore prédire l'étendue des conséquences. Cette incertitude devient presque plus douloureuse qu'un diagnostic précis, parce qu'elle laisse la peur imaginer tous les scénarios possibles. Emma, elle aussi, ne parvient pas à quitter Mathis des yeux. Sa colère contre Baptiste n'a pas disparu, mais elle se mélange maintenant à une fatigue émotionnelle profonde. Elle sait que répéter les mêmes accusations ne changera rien à l'état de leur fils. Pourtant, chaque fois qu'elle repense au fait qu'il est rentré seul, une nouvelle vague de rage et de culpabilité la traverse. Thomas demeure auprès d'eux avec cette volonté de préserver ce qui peut encore l'être. Il sait que personne dans cette pièce ne réagit réellement avec lucidité. Ils sont tous dominés par la peur. Son rôle devient donc presque instinctif, empêcher que les mots prononcés dans la panique ne provoquent une fracture irréparable au moment précis où Mathis a besoin d'une famille capable de rester debout autour de lui. Pendant ce temps, le travail commencé par Jules, Steve et Charlotte prend une importance grandissante. La scène de l'accident ne livre pas encore de nom, mais elle commence à dessiner une chronologie. Le scooter a heurté Mathis, son conducteur est tombé après l'impact, et des morceaux de verre sont restés sur la chaussée. Autant d'éléments qui témoignent d'un choc suffisamment violent pour laisser plusieurs traces. Jules se concentre sur ces indices avec une rigueur particulière. Pour son premier jour à la pointe, il aurait certainement imaginé une situation moins lourde émotionnellement. Pourtant, il comprend très vite que ce métier exige précisément de rester méthodique lorsque tout autour invite à se laisser emporter. Derrière chaque preuve se trouve une famille qui attend qu'on lui explique ce qui s'est réellement passé. Steve, plus expérimenté dans cet environnement, l'accompagne sans lui retirer sa place. Charlotte, de son côté, observe avec attention la manière dont les fragments trouvés au sol peuvent correspondre à la chute du conducteur. Tous trois avancent avec prudence, conscients qu'une interprétation trop rapide pourrait les éloigner de la vérité au lieu de les en rapprocher. L'idée des caméras de vidéosurveillance devient alors leur meilleure possibilité de progresser rapidement. Jules insiste sur ce point, si le scooter apparaît sur des images, même brièvement, cela pourrait permettre d'identifier un détail déterminant. La personne responsable de l'accident ignore peut-être encore que sa fuite a laissé derrière elle beaucoup plus de traces qu'elle ne le pense. Dans un autre registre, Apolline tente de comprendre ce qu'elle ressent depuis qu'elle a brûlé les souvenirs liés à Léa. Le soulagement existe réellement, mais il ne ressemble pas à la victoire nette qu'elle avait peut-être imaginée. Elle ressent surtout un grand silence intérieur, comme lorsqu'on vide une pièce remplie depuis trop longtemps et qu'on découvre soudain l'espace laissé derrière. Elle sait qu'elle ne pourra pas effacer Léa simplement parce que quelques objets ont disparu dans les flammes. Pourtant, ce geste reste important. Il marque une décision. Apolline ne veut plus organiser sa vie autour de ce qu'elle a perdu. Elle veut pouvoir entendre le nom de Léa dans un dossier, la croiser éventuellement dans un contexte professionnel, et continuer malgré tout à avancer. Steve a parfaitement compris cette nuance. Il n'a jamais présenté le feu comme une solution miracle. Il a simplement offert à son amie la possibilité de poser un acte concret là où elle se sentait prisonnière d'émotions invisibles. Ce soutien silencieux donne à Apolline une force qu'elle ne formule pas forcément, mais qu'elle ressent profondément au moment de rentrer chez elle. Léa, quant à elle, reste préoccupée par Lucie malgré le message rassurant reçu plus tôt. Elle sait maintenant que tout va bien, mais sa culpabilité concernant le maillot de bain menstruel révèle une inquiétude plus profonde. Elle a peur de manquer certains moments importants, de ne pas être disponible lorsque Lucie aurait besoin d'elle sans forcément savoir comment le demander. Cette peur rejoint étrangement celle d'Ariane. Toutes deux veulent être présentes sans devenir envahissantes.
Toutes deux découvrent également que les adolescentes qu'elles accompagnent possèdent désormais leur propre rythme, leurs secrets, leurs refus et parfois leur colère. Le passage à cette nouvelle relation demande un ajustement difficile, parce qu'il oblige les adultes à accepter qu'ils ne peuvent plus tout anticiper. Ariane repense particulièrement à la réaction de Zoé. Elle avait voulu la rassurer en lui disant que la naissance d'Harry ne changeait rien à l'attention qu'elle lui porte. Mais la jeune fille avait refusé la conversation. Ce refus reste une blessure ouverte, car Ariane aurait préféré une dispute franche à ce mur silencieux qui l'empêche de savoir ce que Zoé ressent réellement. Pourtant, elle ne peut pas forcer sa fille à parler. C'est peut-être justement là que réside la difficulté. Après avoir dû se battre pour reconstruire une relation avec Zoé, Ariane aimerait pouvoir réparer chaque malaise immédiatement. Or certaines distances ne se résolvent pas en quelques phrases. Il faut parfois accepter de laisser du temps à l'autre, même lorsque ce temps fait peur. À l'hôpital, Baptiste n'a justement plus cette patience. Il veut que quelque chose se passe maintenant. Il voudrait que Mathis ouvre les yeux, qu'un médecin annonce une amélioration, qu'une certitude remplace enfin l'attente. Mais rien ne vient. Le garçon reste plongé dans le coma, et le silence qui entoure son lit semble absorber progressivement toute l'énergie de son père. Morgane revient auprès de lui avec la même discrétion. Elle ne cherche pas à lui dire qu'il ne doit pas culpabiliser, car elle comprend qu'il n'est pas capable d'entendre une telle phrase. Elle reste simplement présente, acceptant les silences, les regards perdus et les répétitions. Baptiste a besoin de parler, mais surtout besoin que quelqu'un supporte d'écouter ce qu'il n'arrive plus à contenir. Il lui répète qu'il n'aurait jamais dû laisser Mathis repartir seul. Il se demande comment il pourra vivre avec cette décision si son fils garde des séquelles. Cette fois, sa peur ne concerne plus seulement le réveil. Elle s'étend à tout ce qui pourrait venir après, une vie différente, des difficultés permanentes, une blessure dont Mathis porterait les conséquences pendant des années. Morgane voit combien Baptiste se projette déjà dans des catastrophes qui ne sont pas encore confirmées. Mais les mots de Gabriel sur l'hématome et les possibles séquelles ont ouvert une brèche impossible à refermer. Baptiste s'y engouffre malgré lui, imaginant des futurs toujours plus sombres. Derrière cette peur se cache une conviction terrible, s'il avait agi autrement, rien de tout cela ne serait arrivé. Emma éprouve, elle aussi, ce besoin de refaire mentalement la journée. Pourtant, Thomas continue de rappeler l'essentiel. Quelqu'un a percuté Mathis avec un scooter. Quelqu'un a chuté après le choc. Et surtout, quelqu'un a quitté les lieux sans que la famille sache encore qui il est. La vérité ne se trouve donc pas uniquement dans les choix de Baptiste, mais aussi sur cette route que la Point analyse. À mesure que l'enquête progresse, le drame prend ainsi deux dimensions. À l'hôpital, une famille lutte contre la peur et la culpabilité. Sur le terrain, Jules, Steve et Charlotte tentent de faire parler les traces laissées derrière le scooter. Ces deux chemins finiront nécessairement par se rejoindre, car comprendre qui a renversé Mathis pourrait enfin donner un visage à la responsabilité que chacun cherche aujourd'hui au mauvais endroit. Pour l'instant, cependant, aucune réponse définitive n'arrive. Baptiste reste assis près de son fils et laisse échapper un souffle tremblant. Il n'ose presque plus quitter Mathis, comme si sa présence maintenant pouvait compenser son absence au moment de l'accident. Il sait que cette logique est impossible, mais dans son état, elle est la seule manière qu'il trouve encore de tenir. Et tandis que la nuit approche, chacun reste enfermé dans sa propre attente. Apolline espère que brûler les souvenirs l'aidera réellement à tourner la page. Ariane attend que Zoé accepte enfin de parler. Léa cherche le juste équilibre avec Lucie. Baptiste, lui, ne demande qu'un signe. Un mouvement, un regard, une preuve que Mathis peut revenir vers eux. Rien d'autre ne compte désormais. Au chevet de Mathis, Baptiste ne parvient plus à distinguer les minutes des heures. Tout son univers s'est réduit à cette chambre, au visage immobile de son fils et aux mots médicaux qu'il répète intérieurement sans parvenir à les apprivoiser. Traumatisme crânien, hématome, possibles séquelles. Chaque terme semble ouvrir une nouvelle porte vers une peur qu'il aurait préféré ne jamais connaître. Il observe Mathis avec une attention presque douloureuse, comme s'il pouvait provoquer son réveil simplement en refusant de détourner les yeux. Baptiste cherche le moindre mouvement, un frémissement des paupières, une respiration différente, quelque chose qui lui permettrait de croire que son enfant est encore capable de l'entendre. Mais rien ne vient interrompre cette immobilité qui le dévore lentement. Plus le silence dure, plus sa culpabilité devient envahissante. Il revoit sans cesse le moment où il a laissé Mathis rentrer seul. Dans son esprit, cette décision prend désormais une dimension immense, comme si tout ce qui s'était produit ensuite en découlait directement. Il sait pourtant qu'un conducteur a renversé son fils, mais cette vérité ne suffit pas à alléger ce qu'il ressent. Morgane reste près de lui, témoin impuissant de cette descente intérieure. Elle connaît la violence des pensées qui traversent Baptiste parce qu'il ne cherche même plus à les dissimuler.
Il parle de ce qu'il aurait dû faire, de ce qu'il aurait pu éviter, de cette seconde chance qu'il donnerait n'importe quoi pour obtenir. Mais aucune seconde chance ne peut encore lui être promise. Emma traverse de son côté la même attente, mais avec une douleur différente. La colère qu'elle a dirigée contre Baptiste reste présente quelque part en elle, pourtant l'état de Mathis rend chaque conflit secondaire. Lorsqu'elle regarde son fils, elle n'est plus seulement une femme blessée par les choix de Baptiste. Elle redevient une mère terrifiée à l'idée que l'enfant puisse se réveiller changé. Thomas continue de faire tout son possible pour empêcher cette peur de les séparer davantage. Ses paroles restent simples, ils doivent tenir ensemble. Le responsable véritable est celui qui a percuté Mathis. Tant que cette personne n'est pas identifiée, transformer Baptiste en coupable ne donnera aucune réponse. Emma l'entend, même si son cœur n'est pas encore prêt à abandonner totalement ses reproches. Gabriel, lui, reste ancré dans les faits médicaux. L'état de Mathis est stable, ce qui constitue une donnée importante, mais personne ne peut encore prévoir exactement la suite. L'hématome au niveau du lobe préfrontal oblige à la prudence. Pour Baptiste, cette prudence médicale ressemble cependant à une phrase inachevée qu'il complète toujours avec les scénarios les plus terribles. Dans le même temps, Jules poursuit son premier travail à la pointe avec Steve et Charlotte. Là où la famille ne peut qu'attendre, eux peuvent encore agir. Ils savent désormais que Mathis a été percuté par un scooter et que le conducteur semble avoir chuté juste après l'impact. Les morceaux de verre retrouvés au sol renforcent cette reconstruction de la scène. Cette chute est particulièrement importante, car elle signifie que l'auteur de l'accident n'est probablement pas reparti sans laisser de traces. Même s'il a réussi à quitter les lieux, le scooter a pu être endommagé. Les enquêteurs disposent donc d'éléments matériels susceptibles de les rapprocher progressivement du véhicule, puis de celui ou celle qui le conduisait au moment où Mathis a été renversé. Jules insiste sur l'exploitation des caméras de vidéosurveillance. Pour lui, il faut maintenant compléter les indices physiques par les images disponibles dans le secteur. Son raisonnement est simple, si le scooter apparaît avant ou après l'accident, chaque détail visible peut devenir déterminant. Cette initiative donne à son premier jour à la pointe une dimension qu'il n'aurait certainement jamais imaginée. Steve et Charlotte restent concentrés sur cette piste, conscients que derrière chaque élément analysé se trouve un enfant encore plongé dans le coma. Leur travail ne peut pas effacer ce qui s'est produit, mais il peut empêcher que l'accident reste sans explication. Trouver le conducteur devient alors une manière de rendre à la famille une partie de la vérité qui lui manque. Pendant ce temps, Apolline commence à mesurer les conséquences de sa propre décision. La boîte de souvenirs n'existe plus comme refuge vers lequel elle pourrait revenir lors d'un moment de faiblesse. Les objets ont disparu dans les flammes et, avec eux, cette possibilité de replonger physiquement dans son histoire avec Léa. Ce vide est douloureux, mais il est aussi volontaire. Elle sait toutefois qu'aucun feu ne peut effacer instantanément des émotions. Le dossier découvert au cabinet l'a prouvé, le simple nom de Léa reste capable de réveiller quelque chose en elle. Mais la différence est désormais essentielle. Apolline ne veut plus fuir cette réaction. Elle veut apprendre à traverser ces moments sans laisser son passé décider à sa place. Steve a été indispensable dans cette étape. Sa présence a permis à Apolline de transformer une décision abstraite en geste concret. Elle a pu regarder ses souvenirs disparaître sans avoir à traverser cette épreuve complètement seule. Lorsqu'elle pense à l'avenir, elle ne sait pas encore si elle a véritablement tourné la page, mais au moins elle a cessé de la relire. Léa, de son côté, peut enfin respirer après le message de Lucie. Pourtant, sa peur de ne pas avoir été suffisamment présente demeure en arrière-plan. L'épisode du maillot de bain menstruel l'a touchée parce qu'il représente toutes ces petites étapes de l'adolescence où elle voudrait accompagner Lucie sans lui donner l'impression de vouloir contrôler chaque détail de son quotidien. Ariane partage la même difficulté avec Zoé. Depuis leur conversation interrompue, elle reste avec l'impression désagréable d'avoir laissé quelque chose d'important en suspens. Elle voulait seulement dire à sa fille car il n'avait rien changé à leur lien. Pourtant, Zoé n'a pas accepté d'entendre cette explication. Ariane doit désormais attendre qu'elle accepte elle-même de revenir vers cette discussion. Au Mistral, l'échange entre Ariane et Léa prend alors toute sa valeur. Elles ne résolvent rien, mais découvrent qu'elles vivent chacune cette même frustration. Aimer quelqu'un ne donne pas toujours le pouvoir de le protéger comme on le voudrait. Lucie et Zoé veulent avancer à leur manière, même lorsque leur décision provoque inquiétude, incompréhension ou parfois une véritable blessure chez les adultes. Mais aucune de ces préoccupations ne possède aujourd'hui la brutalité de celle qui frappe Baptiste. Lorsqu'il revient près du lit de Mathis, tout le reste disparaît à nouveau. Il ne pense ni à demain ni aux éventuels résultats de l'enquête. Il pense simplement à cette voix qu'il voudrait réentendre, à ses yeux qu'il voudrait voir s'ouvrir, à son fils qu'il voudrait retrouver.
Morgan reste auprès de lui lorsqu'il évoque de nouveau les possibles séquelles. Baptiste n'arrive plus à supporter l'idée que Mathis puisse payer toute sa vie pour ce qui vient de se produire. Sa culpabilité dépasse désormais l'accident lui-même. Il imagine déjà chaque difficulté future comme une conséquence de son absence et se juge avec une violence que personne autour de lui ne peut réellement arrêter. C'est alors qu'il laisse échapper les mots qui résument tout son désespoir. J'ai pensé qu'à ma gueule. Si Mathis ne se réveille pas, j'en crèverai. Il ne cherche pas à dramatiser. À cet instant précis, il décrit simplement ce qu'il ressent. La possibilité de perdre son fils, ou de ne jamais le retrouver comme avant, lui paraît impossible à supporter. Morgan entend surtout derrière cette phrase l'effondrement d'un père qui ne sait plus comment se pardonner. Elle reste là, sans prétendre posséder les mots capables de réparer une telle douleur. La seule chose qu'elle peut encore offrir à Baptiste est sa présence, tandis que lui continue de fixer Mathis avec l'espoir obstiné qu'un signe finira par apparaître. Ainsi, cette journée laisse chacun face à une attente différente. Apolline espère avoir enfin commencé à se libérer de Léa. Ariane et Léa cherchent encore comment préserver leur lien avec Zoé et Lucie sans les étouffer. Jules, Steve et Charlotte poursuivent la piste du scooter. Mais pour Baptiste, une seule question domine toutes les autres. Mathis ouvrira-t-il les yeux? Et tant que cette réponse n'arrive pas, rien ne peut véritablement calmer la famille. L'enquête progressera peut-être grâce aux traces laissées sur la route et aux caméras de vidéosurveillance. Les responsabilités finiront peut-être par être établies. Pourtant, dans cette chambre d'hôpital, le temps reste suspendu autour d'un petit garçon immobile et d'un père qui donnerait tout pour pouvoir revenir quelques heures en arrière.